Dans les années 70? Qui est des années 70? Bien. 80? Ah là, c'est ça. Bon, après j'arrête. 90? Il y a quelqu'un des années 2000 égaré par ici? Oh, c'est moins frustrant que la dernière fois que j'ai donné des cours à la fac. Non, on arrête avec l'expression OK boomer. Non, s'il te plaît. Bon, on va commencer. Est-ce que techniquement je peux enlever ça? Normalement, oui. Enfin, on a le droit d'enlever le masque quand on est speaker, ouais. OK. Alors, je suis double vacciné, normalement, je suis pas malade, donc. Ça devrait le faire. Eh ben, je te laisse la main, tu commences. Alors, petite précision, on va pas passer nos slides en plein écran parce qu'en fait, on est obligé de jongler avec des onglets pour des démos. Donc, on va le faire on va passer nos slides comme les commerciaux qui savent pas utiliser PowerPoint. Donc, on est en mode édition. Donc, soyez pas surpris. C'est normal. Ça y est, vas-y. Bon, dans ce cas-là, on va commencer. On va parler d'une petite découverte qu'on a fait cette année pour des raisons différentes. On racontera comment on est arrivé pour utiliser un IDE dans les nuages, dans les clouds, mais que ça va beaucoup plus loin que tout ce que j'avais testé avant. Donc voilà, Philippe, tu te présentes en 30 secondes? Alors bon, déjà, merci à vous d'être venus aussi nombreux, bien sûr, comme d'habitude. À nouveau, il y a des gens du Jackson WordCamp de l'Orga, là je vois plus rien. Enfin bon, vous leur transmettrez nos remerciements de notre part. On est super contents qu'une fois de plus, ils nous aient fait confiance. C'est pas faux. Alors, qui en est? Mon ami Horacio, je te laisse te présenter. Moi, c'est Horacio. Si vous ne me connaissez pas, peut-être à l'accent, vous pouvez deviner si vous vous concentrez que je suis espagnol. Même si, pour être honnête, l'été prochain, j'aurais passé autant de temps en France qu'en Espagne. Donc, mais c'est compliqué de maintenir cet accent. Je m'occupe de la partie DevRel chez OVH Cloud. D'ailleurs, on crée maintenant une équipe DevRel. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un petit changement de carrière, on cherche toujours du monde, donc venez me voir. Et à part ça, je m'occupe des communautés de développeurs à Pointe-à-la-Bretagne et je fais des trucs bizarres. Et toi, Philippe? Alors, moi, je suis Philippe Charrière, je suis TAM chez GitLab. TAM, c'est Technical Account Manager. Globalement, c'est un concierge qui tient la main des clients enterprise et qui essaye de répondre à toutes leurs questions. Là, aujourd'hui, je ne viens pas avec la casquette GitLab, même si on va parler un peu de GitLab par moment. Je suis en vacances, donc j'ai pris des jours pour venir et pour participer à la conf de manière paisible. Sans avoir aucun message à passer, même si je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Je suis dans le quota diversité, donc ils avaient besoin de quelqu'un de plus de 50 ans, et pour montrer qu'on peut être geek même à plus de 50 ans. Donc voilà, quand je dis que je suis geek, c'est vrai, hein, je ne suis plus développeur, j'ai un job qui est plus vers le management, le support client, des choses comme ça, mais je continue à geeker tous les jours et la nuit. Donc, voilà, c'est quoi ce truc-là de Gitpod? Pourquoi on l'a trouvé intéressant et surtout pourquoi on pense que vous pouvez le trouver intéressant? Alors Gitpod, c'est un IDE web sur le cloud. Alors pour la petite histoire, normalement, moi je suis quelqu'un qui installe tout en local sur sa machine et qui veut fonctionner en mode sans Internet pour que surtout marche. Puis j'ai un peu changé de mindset. Donc cet IDE web à la base a été créé sur une base du projet Eclipse Theia, donc qui est un framework pour faire des IDE web. Depuis peu, il a basculé en utilisant les mêmes composants que VS Code. Donc en gros, vous avez VS Code mais dans votre navigateur. Ça ressemble un peu à CodeSpace en termes d'IHM puisqu'ils utilisent exactement les mêmes composants. Sauf que ça va beaucoup plus loin. Voilà, oui, vous allez voir ça au fur et à mesure, normalement. Donc c'est un outil qui vous permet de bosser très facilement à distance, à remote, en plusieurs, avec une notion de workspace. C'est-à-dire, globalement, votre IDE va être relié à un repository Git. On va voir quel type de repository. Et si vous avez, par exemple, 3 branches, vous pouvez imaginer ouvrir 3 onglets sur des workspaces différents et bosser sur vos 3 branches à la fois sans qu'il y ait d'impact de l'une sur l'autre. Donc ça vous permet facilement de faire du test, de faire plein de choses, de faire des expérimentations. C'est extrêmement facile à utiliser et pratique. Moi, j'utilise maintenant n'importe où. Là, ce n'est pas une photo trouvée sur Internet. Hein, des fois, je m'énerve. Hein? C'est son vélo, vraiment? C'est mon vrai vélo. Alors, je suis de vélo depuis 2 semaines. Hein. Ça faisait 35 ans que je n'avais pas fait de vélo. J'étais un peu surpris. J'ai perdu quelques habitudes. C'est pour ça que vous allez voir plein de photos de son vélo pendant la présentation, voilà. Mais on les pardonne.
Et des fois, ça me prend, je pars faire du vélo au parc, mais en pleine journée. Alors j'ai l'avantage de bosser en remote, mais en pleine journée, mes clients continuent à bosser. Donc je dois avoir la possibilité de me connecter facilement à Internet et de bosser correctement. Donc là, c'est sur une petite tablette. C'est pas la plus confortable, c'est une tablette Android, mais je peux lancer du Gitpod dessus et coder, par exemple. Et alors, pour moi, un des grands avantages, c'est que vous n'avez pas besoin d'une machine comme celle-ci pour travailler. 64 Go de RAM, 4 Tera de disque. Surtout quand vous jonglez avec plusieurs projets. Et qui ne marche pas en plus quand vous la branchez sur un écran externe. Non, mais ça, c'est notre problème. Mais Apple, si vous êtes là. blague à part, une fois que vous savez vos projets sur Gitpod, vous pouvez travailler avec un portable low cost avec à peine 4 Go de RAM ou avec un Chromebook qui a qu'un pauvre navigateur ou même avec un iPad, avec une tablette Android. C'est un peu moins ergonomique sur l'iPad et sur la tablette Android, mais parce que sur l'iPad, on a les bons biais Safari, sur la tablette Android, on n'a pas un bon trackpad, mais vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, la photo tout à l'heure montrait la tablette de Philippe. Et cette idée-là de pouvoir jongler avec votre projet, ou même quand vous n'êtes pas au bureau, que vous êtes en déplacement, vous avez un deuxième ordinateur, une tablette, pouvoir reprendre là où vous avez fait, coder, tester, déboguer vos projets sans que ça prenne une demi-heure pour compiler, ça fait une énorme différence. Alors, petit message quand même avant de passer au slide suivant, ne jetez pas vos laptops pour ne travailler plus qu'avec un iPad. C'est pas aussi confortable avec un iPod. Donc, un iPad, un iPod, ce serait la cata. Il y en a qui connaissent, qui ont déjà vu des iPods. Si, c'est que sont nés dans les années 70 Voilà, et 80, on revient à la blague initiale. Avec un iPad, c'est quand même très possible, notamment si en plus vous avez le Magic Trackpad et tout ça. Alors vous vous retrouvez quand même avec une tablette qui coûte au moins le prix d'un laptop, voire plus. Ça marche, je l'ai fait pendant mes vacances et j'ai codé beaucoup plus que ce que j'imaginais faire pendant mes vacances. Mais ne croyez pas les gens sur Internet qui vous disent que vous pouvez remplacer votre laptop par un iPad. C'est une connerie. Ou alors vous allez être très focus sur une seule chose à la fois. Donc tout dépend de votre métier. Mais pour moi, que ce soit du dev, du slide, des choses comme ça, c'est pas possible. Surtout si vous avez besoin d'être productif. Donc, mais sinon, pour la blague, mais parce que j'avais envie de tester, j'ai testé cette semaine sur les navigateurs de la Nintendo Switch et vous arrivez à démarrer Gitpod. L'utilité derrière est plus discutable, mais... Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projet Gitpod ? Il est toujours dans un... Je me suis pas gouré de slide. Non, il est toujours en fait lié à un repository, donc un projet Git, et dans lequel, quand vous allez lancer Gitpod lié à ce projet Git, Gitpod va monter dans son workspace en standard une image qui s'appelle Gitpod, une image Docker, qui s'appelle Gitpod/workspace full et qui vient avec plein d'utilitaires déjà préinstallés. Donc vous avez du Git, vous aurez une version de Node, vous avez du Go. Globalement, vous démarrez un projet avec tout ce qu'il vous faut. Alors, on va voir plus tard que vous pouvez faire beaucoup plus de choses que ça. Mais si vous avez un projet relativement simple, une appli Node, une appli Python, vous n'avez rien à faire dans votre dépôt Git. Vous directement, vous ouvrez depuis Gitpod l'URL de votre dépôt et l'image de base, dans ce type de cas, il est tout à fait convenable, sauf qu'on peut tout customiser. Donc on verra, il y a deux fichiers qui existent à mettre dans votre repo, qui sont le .github.dockerfile, où en fait c'est une surcharge d'une image Docker, et le .gitpod.yml, qui est une configuration dans laquelle vous allez pouvoir définir des tâches de ce qui va s'exécuter au moment où votre workspace s'ouvre. Donc charger des dépendances, lancer un npm install, des choses comme ça. Alors on parlait de projet Git. Gitpod fonctionne avec... Gitpod fonctionne par défaut en mode SaaS. On peut se connecter aux trois grands dépôts de sources publiques, GitHub, GitLab et Bitbucket. T'as dit GitHub en premier. Oui, c'était simplement pour te taquiner. Ah, ouais. J'ai bien pratiqué la phrase, quoi. Mais après, on peut l'installer aussi en mode SaaS, on peut l'installer en mode on-premise. Il y a un mode open source. Il y a l'open source, donc ça veut dire que vous pouvez l'installer. Et aussi, il y a un mode pro avec licence pour l'installer on-premise si ta boîte veut avoir le support et tout ce qu'il faut. Donc, on n'a pas l'excuse de non, mais on est politique de boîte de ne réutiliser que soit dans les nuages. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre le mode installé chez vous
et tout marche très bien. Voilà, si pour des raisons de sécurité ou autre politique, il y a besoin de rester internalisé. Ou parce que vous avez votre propre repository de sources internes et vous ne voulez pas les mettre sur GitLab, par exemple. Ouais, il y a du GitLab on-premise qui fonctionne très bien et même la version gratuite fonctionne très bien. Vous voyez comment j'ai les données PIA qu'ils le disent. Donc on a parlé de workspace. Alors ce slide-là, finalement, je l'ai un peu fait en avance tout à l'heure. Hein. C'est que pour un même projet, vous pouvez avoir plusieurs environnements qui tournent et qui sont relatifs à des versions différentes de votre projet. Donc de branches, par exemple, de merge request ou pull request. Vous avez ces workspaces-là, vous avez possibilité de les faire discuter ensemble. Donc si vous avez un workspace d'un projet A qui est un serveur web, et un workspace d'un projet B qui est une CLI pour communiquer avec le serveur web, par exemple, pour appeler l'API, c'est très possible. Et sans rien installer sur votre Et machine. ça veut dire que si vous faites une modification dans le front-end, vous pouvez voir s'il continue à communiquer avec la version de back-end qui tourne dans le workspace et qui est dans l'onglet à côté de votre navigateur. Voilà. Et si on n'est pas trop pipelette, normalement, on est censé faire une démo pour le montrer, quoi, prouver ce qu'on avance. Vous pouvez partager le workspace, c'est-à-dire une fois que vous avez monté un workspace, que vous exécutez des choses dedans, vous pouvez par URL et le partager avec votre équipe ou des choses comme ça. Donc pour faire des revues, des démos, ça peut être très pratique. Pricing quand même important. Vous avez, alors, il y a un plan free. Vous avez droit à 50 heures par mois, donc tout dépend en fait si vous êtes comme moi en termes de code. De 50 heures par mois, vous allez le bouffer super rapidement. Après, il y a la version perso. Si vous êtes comme moi, vous allez aussi bouffer les 100 heures rapidement. Alors, par exemple, la version à 8 €, c'est 4 workspaces en parallèle qui s'exécutent. Donc, vous pouvez avoir plus de workspaces, mais si vous voulez 4 qui s'exécutent en même temps, c'est 4, avec un timeout de 30 minutes. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, votre workspace, il ne disparaît pas, mais il s'arrête. Il se met en sommeil simplement, voilà. Vous pouvez récupérer après. Oui. Non, c'est 5 heures d'utilisation. 100 heures d'utilisation, mais tes 4 workspaces, s'ils tournent en même temps, c'est quand même 100 heures. Donc 23 € par mois. Alors moi, je bosse sur celle-là, mais au bout d'un moment, j'ai fini par arriver à me le faire rembourser par ma boîte, parce que je l'utilise aussi pour le boulot. Mais bon, pour des gens qui ont des parcs machines à gérer ou des financiers, ça se défend très bien de se faire rembourser ce genre de choses, parce qu'il y a une réelle économie sur plein de choses. On en parlait, Horacio le disait tout à l'heure, on peut utiliser des machines vraiment légères. C'est plutôt pas mal. Après, en fait, les prix augmentent, et puis plus les prix augmentent, plus vous avez des timeouts longs et des nombres de workspaces en parallèle possibles. Ils sont en plein open source pour que les projets qu'ils considèrent d'intérêt, qu'ils considèrent éligibles, ils puissent être exécutés sur Gitpod sans rentrer dans ces limites de temps, ce qui permet, si le responsable des projets fait l'effort, il prépare tout pour que ça soit simple, que n'importe qui veut contribuer à un projet, il n'a pas à se soucier de tout ce qu'il faut installer et il arrive sur Gitpod et tu peux avoir ta communauté qui contribue de façon complètement gratuite avec un outil où tout est clé en main, quoi. Alors, si vous ouvrez de tout à l'heure en rentrant chez vous un projet que vous mettez en public, ça ne suffit pas à dire que le projet est open source. Hein, il faut être éligible. Donc, il faut faire un peu l'état. Knative aura plus de possibilités de l'avoir en mode gratuit que vous sur votre projet de CV ou de je ne sais quoi. Gitpod. Ils sont indépendants. Il y a une boîte qui est derrière. Avant, mais plus maintenant. C'est eux qui l'ont créé, maintenant ça s'appelle Gitpod. C'est une boîte à part. Ouais. Et il y a la partie self-host, comme je vous disais, vous pouvez sur un mode open source. À 10 utilisateurs, la version free. Ouais, par instance que vous installez. Voilà. Après, il faut vouloir s'emmerder à hoster un truc sur Kube. Et le maintenir et tout. Et l'install sur Kubernetes c'est fait, mais, spoiler, c'est loin d'être facile ou évident. Et je comprends aussi, ils ne vont pas te donner une charte Helm clé en main. Vous allez nous poser la question, j'imagine, en fin de talk. Donc, pourquoi Gitpod plutôt que CodeSpace? Donc, CodeSpace, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un IDE en ligne à base de VS Code qui est fourni par GitHub directement quand vous faites du GitHub. Tu vas, j'y vais. En gros, déjà, il y a les ressources. Tu vas avoir plus de ressources disponibles, plus de CPU, plus de RAM.
Après, c'est pas Ça limité. va presque du simple au double en termes de Oh, ressources fournies ouais, par ouais. Workspace. C'est ça. Après, on n'est pas limité à GitHub. On peut mettre GitLab et on peut mettre Bitbucket. Et surtout, c'est open source, donc tu peux te l'installer en premise sur ton Git interne sans problème. Voilà, alors moi, le fait que ça soit open source, je ne vois pas le côté gratuit, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est surtout que si je suis une grosse institution, un gros client, le fait que ça soit open source me garantit un minimum de pérennité. Si l'éditeur venait à disparaître, par exemple, je ne perds pas tout d'un seul coup, quoi. Mais avec l'avantage que c'est en plus, si je suis un gros client, je peux payer en mode install on-premise et avoir le support et avoir tout ce qui va avec. Voilà, donc le self-hosted, on en a parlé, c'est possible. Il y a des facilités en plus via Gitpod pour l'installer sur du GCP, de l'Amazon ou du... Et puis pour Kubernetes, si tu es client pro, il y aura des facilités aussi. Le snapshot, ça permet de, sans devoir committer sur ton repo, garder les contenus de workspace, prendre des snapshots de ton workspace, donc tu n'es pas obligé de faire ton commit et ton push à chaque fois, même sur ta branche. Tu peux te permettre de tester d'une façon très simple et très agile. Et le pré-build, alors moi je ne l'ai pas testé, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Moi non Si plus. vous l'activez, c'est quelque chose qui en fait au fur et à mesure vous faites des modifications dans votre workspace, ça rebuild derrière l'image et quand vous allez recharger le workspace, ça sera beaucoup plus rapide. Mais j'ai pas eu l'opportunité de le tester. Alors bon, là on vous a fait un peu du placement au produit. Alors, on bosse pas pour Gitpod et alors moi j'ai reçu des stickers il y a quelques mois et des chaussettes parce qu'ils me trouvaient sympa. Mais moi même pas ça. Je suis déçu. Je vais râler. Mais donc, pourquoi bah, c'est le moment d'aller dans la partie démo. On va tenter de faire des démos. On ne sait pas si on va arriver à toutes les passer parce qu'on a été un peu ambitieux sur les démos. On va commencer avec un Hello World. En gros, je pars dans des pots Git. GitLab, GitHub, comment est-ce que je peux ouvrir ça sur Gitpod et qu'est-ce que je n'ai? Donc. Et lui, il triche, il le fait sur GitLab. Ouais, moi, que je bosse chez eux, je ne pouvais pas faire autrement. Parce que GitLab a beaucoup mieux intégré Gitpod que les deux autres concurrents. Et quand je dis beaucoup mieux, vous voyez ce petit bouton qu'il y a là. Ici, vous pouvez choisir le Web IDE de GitLab ou Gitpod, c'est l'intégration qui est fournie directement. Alors, dans GitHub, vous pouvez l'avoir, mais il faut installer un plugin dans Chrome. Si je clique dessus pour lancer Gitpod, qu'est-ce qui se passe? Alors Gitpod va charger son image Docker, le workspace full avec tous ses outils à partir de mon projet. Dans mon projet, hein, vous allez le voir quand ça va s'ouvrir, je n'ai rien qui est relatif à Gitpod. C'est un projet Git quelconque que vous choisissez d'ouvrir depuis Gitpod. Et basiquement, vous mettez l'adresse de Gitpod, ensuite l'URL de votre repository, quoi. Voilà, alors je ne sais pas si on voit assez, on va agrandir un petit peu. Donc voilà, j'ai un Visual Studio, je peux éditer dedans. Comme on ne va pas tout montrer, vous avez quand même la notion de plugin de Visual Studio. Vous pouvez installer vos propres plugins de manière globale ou spécifique à un projet. Vous pouvez, le petit répertoire .vsconfig dans lequel vous mettez vos snippets, c'est possible aussi. Vous retrouvez quasiment 100% de ce que vous pouvez faire avec un Visual Studio. Vous avez une console dans laquelle vous pouvez passer des commandes. Et si je vais dans mon projet, il n'y a vraiment rien relatif à Gitpod. Là, c'est totalement agnostique. Il vous ouvre un truc avec son image standard. Bref, c'est un Hello World. On va passer à peut-être un vrai cas d'utilisation. Et c'est pourquoi moi, je suis tombé sur Gitpod. Là, en fait, moi, j'ai challengé, entre guillemets, Horacio. Horacio fait beaucoup de workshops. Et c'est plutôt un spécialiste du workshop. Moi, je tente les workshops en général, mais souvent, je souffre. Donc là, je lui ai dit ton truc sur les web components, qui est génial. Est-ce que tu serais capable de le faire pour 200 personnes à Devoxx, par exemple? Mais en fait, pour de vrai, la question, il me l'a posée, mais pour le faire en distanciel pendant le confinement. Et moi, le problème qu'il y a avec les workshops, c'est que souvent, les utilisateurs, les gens qui viennent à la conf, vont devoir installer des choses sur leur machine. Et ils n'ont pas tous le même type de machine. Et là, tu as envie de les tuer. Et certains n'ont pas Git, d'autres n'ont pas Node, d'autres, ils sont un vieux truc ou une version non compatible. Il y a toujours des problèmes. J'ai eu un gars qui m'a dit, monsieur, mon Windows, c'est un Windows 32 bits, je ne peux pas. Moi, le plus fou, c'était quelques personnes qui travaillaient pour une boîte dans la sécurité et ils n'avaient rien droit de rien toucher dans la machine, mais ils venaient dans un atelier, dans une conférence. Donc, pour éviter ça, ça fait des années que j'essayais de trouver des choses qui permettaient de s'affranchir d'installer de l'outillage.
Mais ça voulait dire plein de fois de mettre toutes les librairies en dur dans les GitHub et devoir télécharger des dizaines et des dizaines de mégas Demander après. à OVH de lui filer une VM, des trucs comme ça. Donc, je me suis dit, tiens, il doit y avoir quelque chose de plus simple. Et Philippe m'a parlé de Gitpod. Donc, mon objectif, c'est j'ai plusieurs ateliers, dont celui qu'on va vous montrer, celui-ci. Là, c'est toi qui bosses, hein. Voilà. C'est le tien, moi je touche C'est pas le rien. mien. C'est un starter de stencil qui me permet d'avoir une base de travail pour mon atelier stencil. Et celui-là, j'ai dit, tiens, ça doit être simple. Bon, bah, je me mets tranquillement à... Assis-toi. Oh, bah, écoute. Non, mais c'est pas Ouais, on fait celui-là. très vieux couple, je sais. Hein, mais bon. Bah, écoute, c'est même pas celui-là. Ah, attends. C'est pas celui-là si. Non, mais t'inquiète pas, c'est moi qui ai dû te donner les mauvaises. Stencil Beers. Voilà. Donc, c'est un petit lab autour de gérer une collection de bières, bien entendu, et qui permet de se lancer sur cette technologie sur Stencil. Et ce que j'ai fait, c'est simplement d'ajouter ça, un petit bouton, Opening Stencil. Ouais, parce qu'en fait, dans GitHub, il n'a pas l'intégration directe, donc il est obligé de rajouter un truc. Quoi. Placement produit encore. Mais il est en vacances, il a dit, hein. Voilà. Et en fait, comment est-ce qu'on fait dans ce truc-là pour agrandir la police? Moi, je ne suis pas Mac de tout. Waouh. Comme Shift Plus. Donc, vous voyez, c'est un projet dans lequel je n'ai rien mis de spécial non plus. Je suis parti directement sur l'image de base. Pour ceux qui n'aiment pas le thème bleu, hein, vous pouvez aussi changer les thèmes d'icônes, comme dans Visual Studio. Et voilà, bah, j'ai là mes petits composants stencil avec ses annotations, son render, c'est tout mignon. Mais j'ai aussi la console. Donc, je peux faire directement des choses comme un npm-i. Il m'installe tout ce qu'il faut. Ensuite, comment est-ce qu'on lançait déjà mon truc? Je ne me souviens pas, mais j'ai mon packet listen. Attends, start. Oh, cool. npm run start. Et là, il va me lancer mon serveur et il va ouvrir à côté un petit browser que lui, il va se connecter. Ouais, mais il te dit rien. Non, là, c'est pas Gitpod qui a un problème. C'est Stencil qui est un peu lent à démarrer. Hop. Et voilà, j'ai mon petit composant Stencil. La preview, là, dans la fenêtre preview, vous pouvez aussi avoir un onglet à part pour l'avoir en plein écran. Gitpod vous fournit une URL qui va vous permettre de vous connecter à l'IDE, à la page serveur, pardon. Et donc là, je peux développer tranquillement et suivre tous les steps de mon lab en voyant tout de suite les résultats, le tout sans avoir rien installé sur ma machine. Donc pour moi, pour les use cases de donner des cours, de faire d'ateliers, d'expliquer des nouveaux produits, de nouvelles bibliothèques aux gens, ça a un gain de temps et d'effort énorme. Et les gens peuvent se centrer dans ce qu'ils essayent d'apprendre plutôt que se battre avec l'outillage. Donc cette caractéristique-là qui m'a complètement conquis. Mais pour Philippe, c'est un peu différent. Philippe, déjà, il y a le cas classique que je pense que beaucoup ont eu. En fait, on doit s'organiser, on a une équipe qui arrive à travailler sur le projet, et il faut qu'il soit opérationnel de premier jour parce que les développeurs, ça coûte cher. Donc, comment on fait l'onboarding du point de vue de que l'outillage et tout soit prêt et qu'il ne perd pas de jours à installer le laptop qui va avec, quoi. Voilà. Alors moi, je suis un ancien chef de projet de société de services, de SS2I classique, marchand de viande. Et je faisais beaucoup d'avant-vente et un jour, j'ai vendu un gros projet de centre de service pour un gros acteur de télécommunications française. Et on m'a dit, l'équipe arrive demain. On était arrivé à embaucher plein de monde. Enfin, demain, c'était vendredi, elle arrive lundi. Par contre, il y a 35 postes à installer pour le premier projet. Donc, j'ai passé une partie de mon week-end et le lundi tôt le matin à passer sous les bureaux pour faire du câblage, pour démonter les postes, rajouter de la RAM, installer du Windows, je ne sais plus combien à l'époque, installer les logiciels, à être énervé parce qu'on avait fait bosser des prestataires externes dans les gens qu'on avait embauchés ou prestat externe, qui arrivent en me disant gentiment, parce que j'étais tout transpirant et pensant que je faisais le ménage dans l'agence, me dit mon poste il est où, quand est-ce qu'il est installé, j'arrive, c'est inadmissible que le truc soit pas fait. J'étais quand même le patron du centre de service, ça m'a fait un peu grogner. Et j'aime pas installer des postes, je déteste ça. Donc,
Alors, je vais juste vous faire une démo, là, c'était une espèce de persona pour introduire le truc. Mince, je repasse en plein écran. Mais basiquement, c'est le truc qui peut arriver à n'importe qui jongle sur des différents projets et qu'à un moment donné, bah, tu ne vas pas avoir tout ce qu'il te faut et toutes les bonnes versions et tout directement sur ta machine. Et que tu as 25 versions de Node avec un VM. Je vais le lancer pendant qu'il parle. Il y a un truc qui est super sympa avec Gitpod, c'est que vous pouvez faire aussi du Docker Compose. Donc justement, si vous devez fournir à toute votre équipe un truc préinstallé, machin, c'est juste super pratique. Moi, je n'étais pas un pro Docker, hein. Je viens d'une boîte avant qui était un peu anti-container, anti-Docker. Donc pour moi, je croyais que Docker, c'était pas bien, c'était le mal. Et là, je m'y suis mis depuis quelques temps et j'avoue que si j'avais eu ça quand j'étais chef de projet, ça aurait été juste énorme. Alors, mon projet, il a effectivement un Docker Compose.yaml qui va me lancer un serveur Redis et un broker MQTT. Donc, les brokers MQTT, hein, c'est pour faire du messaging dans le domaine de l'IoT. Le petit fichier .gitpod.yaml, il peut me servir justement à faire des tâches comme un npm install, ce que tu n'as pas fait tout à l'heure. Toi, tu es obligé. Ouais, voilà, j'étais obligé de le faire à la main parce que c'est lui le pro de Gitpod. Je ne savais pas cette astuce-là, je ne l'avais pas en tête. Donc voilà, vous fournissez en plus, si vos développeurs sont des bras cassés parce que vos boss ont embauché les moins chers et qui sortaient de l'école, vous leur facilitez la vie au départ, ils ont un onboarding plus simple, ils se sentent plus à l'aise et au bout d'une semaine, ils sont montés en compétences et les gars deviennent de plus en plus forts. Ils n'ont pas à se prendre. Moi, la première fois qu'on m'a fait installer un Eclipse et un Maven, j'avais envie de pleurer, quoi. Non, c'était même pas du Maven, c'était du Ant. Oh, moi, c'était avant l'été, quand j'ai fait installer des élèves d'école d'ingénieurs, toute une suite avec Mongo, Node et plein d'outillages alternatifs, plus un Redis, pour faire un projet. J'ai perdu beaucoup plus de temps à l'installation qu'expliquer ce qu'il fallait faire ensuite. Alors, je vous ai dit que ça faisait du Docker Compose. Je vous le prouve quand même, parce que je vais lancer ma commande Docker Compose. Je suis obligé de me faire des petites notes, hein. Je fais des copier-coller parce que c'est pas pour aller plus vite, c'est juste que j'ai pas de mémoire. Et ça, c'est l'effet qui se coule. J'ai jamais eu des images qui s'installent aussi rapidement. Simplement pour ça, le gain de temps est incroyable, surtout quand tu commences à télécharger la moitié des images d'Internet, quoi. Donc là, j'ai mon broker et mon serveur Redis qui fonctionnent. Je peux ouvrir un nouveau terminal. Je vais rentrer, c'est pas le bon terme, je vais me connecter à la base Redis. Donc je peux faire c'est quoi, c'est Redis CLI, hein, ouais. Redis CLI, hop, je fais le ping traditionnel où il me répond par Pong. Ça fonctionne. Maintenant, si je veux aller faire t'as une question? Je vais me rouvrir un autre parce que j'ai plusieurs serveurs. Là, j'ai mon broker MQTT, je voudrais voir à quoi il fonctionne. Comment il fonctionne, pardon. Donc le broker, c'est du Mosquito, il est lancé. J'ai un client MQTT en Node.js qui va s'abonner à un topic que j'ai appelé House et qui va attendre qu'on lui envoie des messages sur ce topic-là. Donc je vais faire un node listen.js. J'ai pas besoin de faire le npm install en fait, hein, il s'est fait au chargement automatique. Et si je fais un node publish, donc c'est en fait toujours un autre client MQTT mais qui publie des messages. Node publish. Ça m'envoie bien les messages dans l'autre. Donc c'est vraiment, ça vous donne la possibilité de vous monter, de vous faire des setups. Alors celui-là, il est super simple, mais de vous faire des setups plutôt sympas. Et sur un projet, alors je vais peut-être en avance par rapport à ce qu'on voulait dire, mais si, je risque d'oublier. Donc sur un projet, même un projet open source, où vous voulez avoir plus de communauté et faciliter la vie des gens, c'est super pratique. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas bossé dessus, mais la dernière fois que j'ai bossé dessus, j'ai gipodifié, on va dire, le projet Golo, qui est un langage à base d'une vote dynamique Java fait par un enseignant-chercheur de l'INSA, Patin Couffin. Mais pour se l'installer et faire des compiles, enfin surtout pour faire la compile, c'est un peu compliqué. Bah là, j'ai un lien Gitpod, alors c'est sur GitHub. Vous cliquez dessus, ça vous setup le truc avec toutes les dépendances qu'il faut. Ça vous pouvez lancer le build automatiquement. Du coup, vous pouvez modifier le projet, rebuilder, tester, machin. Donc, participer à la modification d'un langage de développement devient simple. Vous n'êtes pas obligé de connaître les trucs pénibles. Et vous pouvez tout de suite tester, expérimenter. Donc ça, c'est juste... C'est une énorme barrière d'entrée qui disparaît pour permettre à des gens un peu plus juniors
de participer facilement à vos projets sans devoir se soucier de l'installation, le versionning, ou je n'ai pas les droits d'admin sur mon ordinateur parce que c'est la politique de la boîte. Alors, le suivant, qui est Bah, mon préféré en fait. Si, celui-là, je le trouve génial. C'est, OK, il faut préparer une formation et il faut que les gens soient opérationnels. Une formation sur un outil cloud, par exemple, autour de Kubernetes. Et là, tu ne veux pas que les personnes, quand ils arrivent, ils perdent du temps à préparer. Et tu n'as pas un environnement de formation dédié parce qu'en 90% des boîtes, ça n'existe pas. Gitpods, ça peut être aussi une belle solution. Voilà, on n'est pas que des devs aussi, hein. Puis il y en a qui font pas de dev, ils font de l'admin, ils font de l'ops, ils font des choses comme ça. Alors moi j'ai triché le cluster, je l'ai monté avant de commencer la presse, mais normalement, là tout à l'heure ça a mis 1 minute 30 ou 2 minutes 30, je crois. 2 minutes 30. Donc on a décidé de vous épargner les 2 c'est pas un minutes 30 de cluster. monter le cluster. C'est pas chez Gitpod, le cluster il est chez Civo, c'est un K3s as a service, donc K3s c'est une distrib light de Cube. Mais en fait, ce que je fais, c'est que pour monter le cluster, je l'ai lancé à partir de mon projet Gitpod. J'utilise la Civo CLI qui me permet d'appeler l'API de Civo pour créer un cluster. Les clés, pas les clés, enfin oui, si les valeurs des clés ou les secrets, les choses comme ça, ne sont pas dans mon projet. Ils ne sont pas sur GitLab. En fait, ils sont dans mon profil Gitpod. Et cela, je peux ça mettre vous des variables permet d'environnement. Justement, le fait d'avoir votre dépôt Git qui reste propre et que les personnes qui l'utilisent, ils puissent mettre les bonnes variables et toute la personnification et toute la personnalisation qu'ils veulent. Nouveauté dans cette démo par rapport aux démos précédentes, cette fois-ci, j'ai utilisé le fichier .gitpod.dockerfile. Donc en fait, je pars de l'image de Gitpod, mais je pourrais partir de n'importe quelle image en fait, hein, c'est selon ce dont vous avez besoin. Et je lui installe un K9s parce que je trouve que c'est le meilleur outil pour s'amuser avec du cube. Là, je suis d'accord avec lui. Je lui installe kubectl parce que j'en ai besoin pour faire du cube de toute façon. Et je lui installe... Où est-ce que je l'ai installé? Alors, attendez, j'ai des... Non, il n'y a pas Civo, mais normalement, elle y est quand même. Je l'ai installé dans le... Voilà, dans le YAML, en fait, pas dans l'image Docker. Voilà. Donc, j'ai créé mon cluster. Par contre, maintenant, je voudrais me connecter à mon cluster. Donc, j'utilise toujours l'API Civo. J'ai mon petit batch qui va aller récupérer la conf dont kubectl a besoin pour fonctionner. Ça va me le télécharger dans mon workspace. Je l'ai mis ici. Donc, pour ceux qui font du cube, je pense que ce type de fichier, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Et ensuite, si je veux lancer... donc, j'ai un K9s que je lance comme ça. Ma variable d'environnement kubeconfig, je l'avais déterminée à l'avance dans le gitpod.yaml. Et maintenant, je peux me connecter à mon cluster et faire ce que je veux. Donc après, j'ai des projets beaucoup plus complexes qui me permettent, à partir de différents projets Gitpod, de monter un cluster, de faire une intégration avec GitLab et d'avoir mes scripts. Là, pareil, comme je ne suis pas Ops, je ne sais pas si ça a un intérêt pour quelqu'un qui aurait vraiment des compétences Kubernetes, mais pour faire des workshops sur Kube et des formations, c'est juste super pratique. Voilà, moi j'ai fait beaucoup de formations sur Kubernetes. Ça marche aussi ce système-là, bien entendu, sur OVH Cloud, sur un Kube Manager. Et l'idée, c'est que tu setup directement l'environnement qui permet aux gens que tu vas former d'être opérationnels directement. Alors mon cluster, il est ici. Avant de passer à la suite, je vais quand même le supprimer. Oui, parce que sinon, ça va te coûter un peu, quoi. Civo, ils ne sont pas très chers, mais bon, ça ne sert à rien que je le laisse tourner pour rien. Donc je vais le supprimer. Normalement, il a été supprimé. On va faire un petit refresh. Hop, 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 hop. C'est bon, il a été supprimé. On peut passer à la suite. Donc voilà, Gitpod, vous pouvez l'utiliser pour autre chose que du dev. En tout cas, et puis pareil, c'est aussi un outil de formation. Vous voulez apprendre des choses tout seul, vous emmerdez plus à pourrir votre machine, à installer n'importe quoi. Moi, c'est un zoo, ma machine, c'est un outil, voilà, que quand j'ai fait ma veille techno, je l'utilise de plus en plus justement pour ça. Celui-là, on va pas, si je vais montrer le fichier, mais on va pas l'exécuter parce que là, c'est intéressant, c'est un stack particulier.
tu as ton image de base, mais là, il y a d'une version de Go particulier parce que sinon, TinyGo ne va pas marcher. Et en plus, je vais faire des choses qui ne sont pas les trucs que tu as standard. Bon, c'est pas grave. Voilà, moi au début j'avais le projet où j'avais juste le Go de Gitpod. Et quand je fais du Wasm mais avec TinyGo, donc pour avoir des fichiers Wasm plus petits. Et la dernière fois, mes compiles ne marchaient plus, ça plantait. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, parce que je n'ai pas pensé qu'en fait, Gitpod, ils avaient mis à jour leur image et que la version de Go avait augmenté. Donc, TinyGo n'avait pas encore été compatible avec la dernière version de Go. Voilà, donc je n'ai pas forcément cherché à savoir quelle était la meilleure solution. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Gitpod Dockerfile, j'ai gardé l'image Workspace full. Alors, elle n'est pas optimisée puisqu'elle installe plein de trucs. Et je me suis installé GVM pour pouvoir installer plusieurs versions de Go dans mon Workspace. Et donc, de base, je lui installe après le Go 1.16. Je sais que je n'ai pas de problème. Je lui installe, avant, je le faisais dans le fichier YAML, TinyGo, j'ai besoin de la version 0.19. Donc là, comme c'est tout dans l'image Docker, il y aura un premier build. Mais après, une fois que c'est buildé, ça reste lié au Workspace et ça va beaucoup plus vite. Et ce que je trouve intéressant de cette approche, oui, c'est peut-être pas la façon la plus optimisée, mais quand tu veux tester, quand tu veux faire, c'est extrêmement facile. C'est flexible, c'est facile. Si tu voulais faire ça bien entendu, tu partirais d'une autre image, tu installerais directement la bonne version de Go et tout ça. Mais là, c'est pour faire des devs. Ce que tu veux, c'est pouvoir le faire. Et tu peux faire les deux choses. La version ultra bien faite à la règle de l'art avec l'image minimale que tu as besoin, ou les trucs rapides, simplement pour continuer à avancer, vérifier si ce que tu fais peut marcher ou si l'erreur est ailleurs, quoi. Et dans le fichier .gitpod.yaml, en fait, au chargement, je lui dis tu m'utilises le Go 1.16 qui est déjà dans l'image Docker. J'aurais pu en installer plusieurs. Et ensuite, après, tu fais ce que tu veux. Là, j'installe du Wasmer parce que je fais du Wasm. Je lui expose un port spécifique pour le rendre public. Et ça, ce que vous voyez, c'est que j'avais installé des extensions VS Code. Et en fait, quand vous les installez, il met à jour le fichier YAML pour garder le lien vers les extensions. Donc, une fois que vous avez commité, la prochaine fois que vous rouvrez votre projet dans Gitpod, les extensions seront chargées et installées. Hop. Ouais, et après, tout ça, ça s'applique aussi à tous les myriades de side projects qu'on a tous et qui sont dans un divers état d'avancement. Moi, j'ai plein, mais j'ai rarement connu quelqu'un qui a autant de side projects que notre ami Philippe. Et apparemment, tu t'en sers aussi, non? Ouais, je m'en sers pour mes propres projets. J'ai un projet où j'écris un mini-face à base de Node.js qui exécute dans des forks de Node.js des fonctions Wasm compilées en TinyGo. Après, ça a intérêt ou pas, mais je m'amuse. Et du coup, au fur et à mesure, en utilisant Gitpod, j'ai amélioré mon process de développement. Donc moi, même pour mes side projects, j'ai des boards et des issues pour savoir ce que je vais faire. Donc, et je suis mon truc, je le mets là-dedans, je clique sur ma issue. À partir d'une issue en fait, pour créer mes merge requests, plutôt que de les créer à la main, je crée mes merge requests à partir de l'issue, enfin de la tâche que j'ai à faire. Donc, je fais ça. Alors, je ne vais pas aller au bout du développement parce qu'on est déjà bien avancé en temps. Mais il y a une intégration toujours de Gitpod dans GitLab qui fait qu'à partir de la merge request, donc de la feature branch, je peux ouvrir mon contexte de dev directement dans Gitpod. Et ça, c'est tout con. C'est sorti juste après mes vacances. Ça m'aurait fait encore gagner plus de temps. Mais ça permet d'être directement dans le contexte de dev. Et au fur et à mesure que vous faites des guides comics, forcément, ça va mettre à jour la merge request. Je vais y arriver. Alors, je ne vais pas faire la modif que je voulais faire dans Non, parce qu'on est un peu juste. Mon truc, mais je vais quand même lancer mon serveur. Et pendant qu'il le lance. Alors, par contre, là, ce n'est pas une image Docker, c'est un fichier YAML qui me charge tout. Donc, ça prend un petit peu de temps. Et pendant ce temps-là, sur GitHub et sur Bitbucket, on peut aussi ouvrir des choses qui ne sont pas dans le master, bien entendu, quoi. En gros, on va indiquer les liens Git qu'on a envie d'ouvrir dans son workspace. Là, j'ai lancé mon serveur. Il y a un truc qui est super important. Je crois que tu as une question. Pardon, oui. Le mec public là, sur les ports, c'est-à-dire que tu peux aller taper directement sur... Ouais, et là, c'est ce que... Publiquement, ouais. tout le monde a vrai... Oui. Oui, regarde, tu vois ce que j'ai mis là dans le fichier de... Alors, il est un peu long,
C'est comme tout à l'heure quand je faisais la démo, il y avait vraiment un serveur que je pouvais accéder depuis mon navigateur, mais tu aurais pu accéder. Ouais, tu vas pouvoir y accéder. Alors moi, par exemple, ça me sert. Là, je l'ai mis en visibilité publique. Et par exemple, je vais taper une commande qui est. On va y arriver. J'ai qu'une main. Hop, hop, hop. GP URL, le port dont j'ai besoin. Et là, cette URL-là est publique. Donc, si par exemple, je vais Mets-toi en mode privé à côté. Mon autre projet, alors le bouton Open Context vous permet de retourner en fait dans votre contexte de dev côté GitLab ou GitHub compagnie. Moi, j'en avais besoin juste pour retourner voir l'autre projet qui doit être celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Je vais ouvrir avec Gitpod. Donc là, c'est la deuxième partie de mon projet, c'est la CLI qui me permet d'interroger mon serveur en fait. Et là, ça va ouvrir un autre workspace complètement indépendant où va s'exécuter les clients en question. Et donc, tous les devs vont pouvoir dialoguer entre eux. Lui, par contre, je pense que j'avais oublié de le charger à l'avance en fait. En fait, voilà, au bout de quelques minutes, le workspace il est déchargé, mais il reste dans une sorte de cache pendant un certain temps. Si tu ne l'as pas ouvert pendant quelques jours, ça va te prendre plutôt que 10 secondes, peut-être 30 secondes ou une minute tout au plus. Voilà. Donc là... Et tu as une autre question en même temps? Si je peux prendre les questions en même temps. Hein. Vas-y, David. Eh ben, comme quand la 3G n'est pas très bonne et que tu bosses avec du GitHub ou du GitLab, ça se passe Ou mal. des clouds en général. Non, si, il y a une partie offline, mais je ne suis pas capable de te dire jusqu'où elle est capable d'aller en fait. Moi, je l'ai testé hier dans le train parce que justement, je n'avais jamais eu l'opportunité, merci le Covid. Et donc, oui, c'est un peu embêtant. Par moment, tu peux continuer, mais il ne va pas rafraîchir parce qu'il ne va pas remettre à jour les... Mais tu peux continuer à éditer et il ne les perd pas, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, excusez, alors je pose le micro 2 secondes. Donc, voilà, c'est une expérience dégradée. Je copie-colle l'URL que j'avais récupéré tout à l'heure. Je lui donne le token. J'espère que je n'ai pas changé mon token, sinon j'ai l'air bête. Et je suis en train de me dire que j'avais pas buildé mon truc. Il nous reste techniquement quelques minutes. Normalement, ça a dû être buildé au lancement. Oui. Au niveau configuration, il y a deux pour les deux. C'est configuration thème, plugin, etc. Si on est en multi-utilisateur, c'est stocké dans le storage du navigateur ou sur un compte. La partie, pardon, quelle partie? Configuration thème, plugin, VS Code, tout ça, c'est storage du navigateur ou Non, non, non. Les plugins, par exemple, les plugins VS Code et tout ça sont stockés dans des fichiers de configuration qui vont être committés sur ton Git. Si tu l'ouvres sur l'ordinateur et demain tu l'ouvres sur les iPads, bah, toutes ces configurations-là restent. Oui, mais en multi-utilisateur, ils vont avoir les deux développeurs vont avoir des configurations. Ah, mais pour chaque utilisateur, ça dépend. Si tu l'installes comme... si tu les mets déjà installés dans les fichiers de configuration de projet, tous les utilisateurs vont démarrer avec ça, mais s'il y a un qui installe un plugin et l'autre pas, bah, ça dépend s'il les commit ou pas. S'ils ne sont pas tous sur les mêmes main, sinon chacun sur sa branche, bah, ils vont garder des configurations différentes. S'ils s'attaquent tous directement les mêmes dépôts Git, ils vont partir de la même configuration. La configuration part des dépôts Git. Tu peux ajouter des choses, mais si tu veux les conserver, il faut les committer, quoi, pour les plugins. Donc, Soit on commit, on la retrouve la prochaine fois qu'on revient, soit on la commit pas. Et tu la perds. On peut partager avec. C'est ça. Oui.
Donc ouais, j'avais oublié de builder la CLI, donc j'ai pu la builder, j'ai pu la lancer, j'ai exporté Merci donc pour ta question. l'URL que j'avais mise. Je vous fais pas la démo du FAS parce qu'on n'a pas le temps, mais globalement, quand ma CLI, je la connecte, il m'affiche la liste des fonctions qui sont utilisables et les versions. Donc vous pouvez vraiment communiquer entre workspace avec ça, mais aussi filer une URL publique pour tester un site web ou une API. O tester votre site web depuis votre téléphone ou des choses comme ça, qui sont compliquées par d'autres moyens. Ça, je ne vais pas vous le montrer. Je vous montre juste le fichier. Moi, le projet là, que j'ai installé, il y avait tout le code source et tout ça, mais un client vous demande une démo du projet en cours. Vous pouvez juste lui filer un projet avec un gitpod.yaml et tous les scripts qui vont bien, qui vont faire les git clones, lancer les builds et tout ça, et le client pourra aller s'amuser sans foutre en l'air le reste. Donc c'est super pratique. Pareil pour la communauté qui voudrait... En fait, vous avez des fois, vous avez des gifs animés ou des vidéos de voici ce que fait mon produit en homepage. Là, à la limite, vous mettez un lien Gitpod, vous cliquez, vous pouvez tout de suite tester. C'est vraiment super Faire des démos rapides qui sont interactifs et qui se basent directement sur la dernière version de votre code, c'est vraiment très très sympa, en sachant que ça risque de rien casser. Bon, il va falloir qu'on finisse. Ouais. Ça, c'est un autre use case assez intéressant parce que Là, c'est à nouveau ouais. un autre placement de produit, on va dire. Pas de démo là parce que ça prend un peu plus de temps. Chez GitLab, tout le monde peut contribuer au code de GitLab qui devient quand même compliqué parce que c'est une sacrée application. Et il y a un truc qu'il faut installer sur son poste qui s'appelle le GDK, donc le GitLab Development Kit. Voilà, Development Kit, qui est un peu compliqué. Et puis si votre poste il fait moins de 16 gigas, c'est pas la peine, quoi. Vous allez le tuer. Et même à 16 gigas, il y a un peu de souffrance. Les équipes de GitLab ont bossé avec des gens de chez GitPod et ils ont fait un GDK Cloud. Donc maintenant, alors je vous ai mis les liens dans les slides. Vous allez sur le site, il y a un groupe, je ne sais plus où est le projet, mais en 5 minutes, si votre connexion Internet est bonne, et encore que tout se passe sur le serveur, mais globalement, moi, ça m'a pris 5 minutes, vous avez le GDK qui est monté, le build qui est fait, qui vous pop une instance d'un GitLab qui tourne, et ça fait que vous pouvez coder. Alors moi, je ne code pas, parce que le code de GitLab, pour l'instant, pour moi, il est trop fort. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour commencer à contribuer, et ce qu'utilise déjà une partie de nos équipes aussi en interne. Donc, tout ça pour dire que Gitpod, c'est super pratique, c'est léger, enfin c'est léger en tout cas de votre côté, et moi, ça me permet d'aller bosser n'importe où. Alors, c'est encore mon vélo, parce que je fais une fixette. Et moi, ça me permet que les gens puissent apprendre mieux sans avoir la barrière d'entrée et qu'ils puissent commencer vite à collaborer, à travailler sans se prendre ces barrières d'entrée, même s'ils n'ont pas les dernières Mac à 6 000 €, quoi. Ouais, et puis l'achetez pas, hein, c'est de la merde. En tout cas, merci pour votre attention. Je ne sais même pas si on nous reste du temps pour des questions ou pas. D'accord, donc c'est où vous avez vraiment besoin de café, vous allez en pause, ou vous posez des questions, ou vous nous croisez dans les couloirs. Et avant, n'oubliez pas que pendant la pause, Elastic va faire, voilà, tu vois, Elastic va faire un petit jeu avec des prix sympas. Donc, allez voir les stands, faites coucou à David de ma part, et faites comme ce matin, participez au jeu.